Ok, donc bonjour à tous, bienvenue au DevFest Lille. Voilà, je vais commencer. Donc un vendredi matin, donc 10 heures sur l'open space, ou chez soi en télétravail, tranquille dans le canapé avec son petit café, son laptop. Donc on boit son café, on fait son petit daily. Et du coup, moi j'ai fini mes fiches, donc je vais en prendre une qui me semble un petit peu étrange comme ça. Donc c'est mieux connaître nos utilisateurs, donc c'est un petit peu flou comme ça, mais on va voir ce qu'on peut faire. D'après ce qu'on a vu en backlog refinement, du coup Jean-Michel, notre business owner, nous avait demandé de récupérer des informations sur nos utilisateurs dans le but d'affiner nos services. Donc concrètement, ça va être un formulaire tout simple en React, avec derrière une API REST pour récupérer les données en Spring Boot et une base de données PostgreSQL. Donc tic tac, le temps passe. Donc vendredi soir, j'ai terminé mon dev. Donc concrètement, c'est un simple formulaire qui va récupérer des données personnelles donc de nos utilisateurs. Donc il y a un peu tout n'importe quoi parce que c'est pas très bien défini au final. Je vais vous montrer. Hop, je vais pouvoir valider. Donc là, j'accepte les conditions. Hop, non, il veut pas. Voilà. Donc là, j'ai envoyé mes données. Donc derrière, en fait, j'ai une base Postgre qui stocke des données sur les utilisateurs. Voilà, donc là, on voit qu'il y a mon prénom, des informations de numéro de téléphone, etc. Donc c'est super, j'ai fini mon dev, je peux partir en week-end. Lundi matin, donc notre PO vient nous voir, donc il a eu un point avec le DPO qui se demande si on est en conformité avec le RGPD. Voilà, donc on a un point d'urgence avec lui parce qu'il s'inquiète de ce qu'il a pu entendre ou voir voilà, au niveau de nos projets. Bon, bonjour à tous, moi c'est François, donc je suis développeur chez Ypon, donc Ypon Lille. Donc voilà, je suis aussi community ambassador, donc je m'occupe en partie de la communauté en interne et en externe. Je suis également formateur Spring, voilà, donc l'un des référents du blog Ypon, et aussi contributeur à l'open source et notamment Jeepster. Donc Ypon, donc l'agence de Lille a ouvert il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 30 consultants. Donc je vous laisse scanner le code éventuellement de Emma, qui est notre RH, si vous voulez la suivre sur LinkedIn pour en savoir plus. N'hésitez pas à passer sur notre stand pour nous croiser. Il y a des lots à gagner aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de RGPD, en particulier pour les développeurs. Donc c'est souvent un sujet qui fait peur et qui inquiète et que les développeurs n'aiment pas ou connaissent en général peu. Donc concrètement, déjà un petit sondage, qui pense dans la salle respecter le RGPD sur son produit? Ok, donc il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, donc ça tombe bien. Donc on va faire un petit peu un petit historique pour se mettre dedans. Donc concrètement, en fait, dans les années 70, il y a un peu plus de... voilà, donc ça fait déjà presque 50 ans, il y avait un projet qui s'appelait Safari. Donc c'est pas ça, c'est pas non plus le navigateur. Non, en fait, c'était un système automatisé qui permettait, à partir d'un identifiant, d'un code INSEE, d'un numéro d'INSEE, de récupérer un ensemble de données en fait sur les citoyens. Donc police, armée, sécurité sociale, etc. Donc l'administration avait accès quasiment à tout, donc ça a fait un peu un scandale. Donc concrètement, c'est resté à l'état de projet. Donc suite aux problèmes de vie privée que ça soulevait. Donc c'est là qu'est apparue et qu'a été créée la loi informatique et liberté en 78. Donc il y avait déjà des dispositions qui existaient en fait en Europe et autre part dans le monde, donc en Suède, aux États-Unis, en Allemagne, qui étaient créées avant la loi informatique et liberté en France. Donc la loi a introduit des nouveaux droits, notamment d'accès, d'information, de rectification, d'opposition et d'effacement. Ça a aussi abouti à la création de la CNIL en tant qu'autorité indépendante de contrôle. Donc j'y reviendrai plus tard. Mais aussi à la création du correspondant donc informatique et liberté, donc qui est l'ancêtre du DPO, qui est un des outils du RGPD dont je vous parlerai par la suite. Donc là, vous avez peut-être reconnu l'Apple 2, donc de 78, pour vous resituer un petit peu dans cette époque-là.
Alors, au niveau de la représentation des données, vu qu'on parle de données personnelles, concrètement, si on prend un exemple si on prend par exemple la lettre A, du coup, c'est représenté en mémoire sur 8 bits, donc un octet. Donc concrètement, si on prend par exemple un octet, c'est déjà 1000 octets, donc c'est 1000 lettres. On est allé sur la Lune avec 4 kilooctets de RAM, en fait, donc pour s'en rendre compte. Et donc on est passé d'une ère du kilooctet à l'ère du mégaoctet, etc. Et aujourd'hui, on a déplacé voilà, du pétaoctet, de l'hésaoctet, du zeta, et à stocker beaucoup de données. Donc concrètement, aujourd'hui, en fait, donc on a eu différentes étapes, hein. Donc avec notamment l'apparition du web en 91, les réseaux sociaux qui sont développés dans les années 2000, comment dire, la rapidité aussi dans les échanges avec aujourd'hui la 5G, la fibre, etc. Donc tout ça, ça s'est accéléré. En fait, il y a un volume de données qui ne fait qu'augmenter. Donc, et parmi ces données, en fait, qui sont parfois brutes, il y a aussi des données personnelles qui se cachent. Donc 1000 milliards de A, ça fait beaucoup. Donc vous l'aurez compris, la donnée, c'est une mine d'or. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour les entreprises et les organismes publics. Mais au fait, c'est la différence entre une donnée et une information. Qu'est-ce que c'est? Une donnée, c'est vraiment une information brute, sans contexte. Là où les informations, ça va être vraiment des données qui vont être transformées, qui vont subir une transformation via une opération. Donc voilà, donc le RGPD, donc je dis bien le RGPD puisque c'est bien un règlement, c'est l'un des actes juridiques de l'UE avec les directives. La différence, c'est que le règlement va s'appliquer directement, alors que la directive doit être transposée en droit national. Donc ça, ici, donc le RGPD qui est rentré en vigueur en 2018 remplace la directive de 95. Donc elle ajoute aussi des nouveaux droits pour harmoniser la protection des données au niveau européen. Donc ça concerne tout type de support, donc numérique ou papier. Il faut savoir que le RGPD renvoie aussi à des lois nationales, notamment sur le droit de la santé, du secteur public ou du travail. Donc c'est applicable à toute organisation, qu'elle soit publique ou privée. Pour les entreprises privées, donc de la TPE à la grosse entreprise, et que le siège social soit en UE ou pas en fait. Donc si une entreprise américaine traite des données de citoyens européens, elle est concernée par le RGPD. Alors, le RGPD introduit de nouveaux outils, donc notamment le Data Protection Officer, qui est le délégué à la protection des données en français, qui prend un peu la suite du correspondant informatique et liberté. Alors, il peut être externe ou interne, donc surtout il doit être désigné par les entreprises ou par les organismes publics, mais surtout il doit être indépendant. Donc ça peut pas être un RSSI ou un C-level, un CEO. Alors, il a un devoir de conseil, d'information, de sensibilisation, et son objectif c'est de veiller au respect des exigences du RGPD. C'est aussi celui qui va faire, ou celle, qui va faire le lien bilatéral entre la CNIL et l'entreprise ou l'organisme public. Donc, le deuxième outil, c'est un document tout simplement qui est un registre qui va permettre de stocker, de lister les activités de traitement. Donc, on verra après ce que c'est un traitement. Donc là, on va lister les traitements sur les données collectées. Donc, ça peut être un simple fichier plein, un tableur tout simplement, et il est obligatoire à partir de 250 salariés. Ensuite, on a un dernier outil qui est le PIA, qui est une analyse d'impact qui peut être demandée en cas de risque élevé sur un traitement. Donc ça, c'est plutôt le DPO qui va le demander. Et du coup, il y aura un travail à faire avec le DPO, le PO et l'équipe de développement. Alors, les acteurs qui rentrent en jeu ici, donc déjà, ça peut être vous et moi, donc la personne concernée. Donc tout consommateur, citoyen ou utilisateur d'un produit, un développeur. On a des droits en fait qu'on peut exercer grâce au RGPD. Ensuite, on a le responsable de traitement, qui peut être une personne physique ou morale, donc une entreprise ou un organisme du secteur public. C'est pas le CEO ou le PDG en personne. Ici, c'est une personne, mais c'est pas forcément une personne, ça peut être une entreprise, sachant que le PDG en fait peut voir sa responsabilité civile en fait engagée s'il y a un manquement au RGPD. Enfin, du coup, on a le sous-traitant. Donc, ça fait aussi, l'enjeu. C'est aussi l'enjeu d'un article du RGPD. Ça peut être aussi, du coup, une personne physique ou une personne morale. Donc, par exemple, si vous êtes un responsable de traitement pour un site e-commerce, vous pourrez avoir un sous-traitant qui pourrait être un cloud provider de type GCP ou AWS. C'est aussi possible d'avoir des sous-sous-traitants, comme des sous-locataires. Donc, si le responsable de traitement est d'accord.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas le RGPD? Alors déjà, en fait, il y a des gens qui contrôlent, hein, donc il y a des autorités de contrôle indépendantes qui contrôlent ça de manière indépendante, du coup, qui font autorité. Donc, en France, c'est la CNIL. Ici, j'ai mis aussi l'autorité belge et l'autorité luxembourgeoise pour l'anecdote. Donc, la CNIL peut prendre des mesures correctrices, par exemple de demande de rectification de données personnelles, ou aussi des amendes pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. Donc ça fait beaucoup. Bien sûr, c'est des amendes graduées, donc, mais c'est pas prendre à la légère, quoi. Il y a vraiment un risque de ce côté-là. Donc en complément de la CNIL, un juge pénal peut prononcer aussi des sanctions en complément par rapport à certaines infractions, comme le défaut de protection des données, par exemple. Donc en fait, concrètement, donc, chaque entreprise et ses clients doivent en fait à tout moment prouver la conformité au RGPD. Donc c'est ce qu'on appelle l'accountability. Donc en français, c'est traduit par responsabilité. Donc concrètement, c'est pas seulement la responsabilité, mais c'est aussi l'obligation pour l'entreprise de prouver cette conformité. Alors, au niveau de la CNIL, justement, elle a mis à disposition il y a quelques années, quelques mois, un guide RGPD destiné aux équipes de développeurs. Donc ça permet de voir un petit peu concrètement les attendus au niveau en termes de développement. Donc l'idée c'est aussi de se convaincre que le RGPD c'est pas une contrainte, mais plutôt une opportunité de se mettre en conformité et de respecter certaines bonnes pratiques en termes de sécurité, notamment. Et aussi d'accompagner la transformation numérique. Donc voyons ça ensemble. Alors, la première fiche, les deux premières fiches, c'est surtout autour de la conformité, de la sensibilisation autour des grands principes du RGPD. Donc l'idée ici, c'est vraiment de respecter les données personnelles et accessoirement d'éviter justement les sanctions, les grandes amendes. Donc l'idée, c'est aussi à travers le registre de traitement, en collaboration avec le DPO et son PO, les BA, les PM, etc., de cartographier et catégoriser les données et les traitements qu'on va appliquer dessus. Donc ça va être aussi lister les opérations récurrentes, les ponctuelles, et pour chaque opération, en fait, tracer et historiser les données, avec un timestamp, etc. Donc concrètement, l'idée c'est aussi d'organiser en fait des processus internes en amont et à chaque étape du développement d'un produit. Donc l'idée c'est aussi de prioriser ces actions menées pour pouvoir aussi gérer les risques et les anticiper. Bon, bien sûr, l'idée c'est en tant que développeur, se reposer sur son DPO et son PO pour pouvoir être en conformité. Alors, on parle de données personnelles ou de données à caractère personnel, donc des DCP. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va identifier une personne, directement ou indirectement. Donc directement, ça va être par exemple le nom, le prénom. Indirectement, c'est tout ce qui va être l'adresse IP, par exemple, le mail, le numéro de téléphone. À savoir que les photos et les vidéos, ou les échanges par mail, par exemple, ou par Slack, représentent aussi des données personnelles. Il y a aussi ce qu'on appelle des données sensibles, donc par exemple les données de santé, par exemple si on vous demande les allergies sur Doctolib ou des éléments vraiment de santé. C'est très personnel, donc c'est considéré comme sensible. Les données bancaires ne sont pas considérées comme sensibles, donc ça c'est vraiment statué dans le RGPD. Alors ce qui est très important, c'est que sur chaque donnée en fait, qu'on va collecter, on doit définir des traitements. Et donc, un traitement, c'est quoi? C'est une opération toute opération sur ces données, donc que ce soit une collecte, une sauvegarde, une transformation, un export, et même une consultation. Donc si vous faites un select en base sur des users, c'est considéré comme une opération et donc comme un traitement qui doit être anticipé et listé. Donc pour chaque traitement, on peut avoir une ou plusieurs finalités. Donc par exemple, on va récupérer le nom et le prénom de notre utilisateur sur un site e-commerce pour pouvoir lui livrer pour pouvoir le livrer, quoi. Alors justement, donc ça c'est un extrait de l'article du RGPD. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'opérations possibles. Je ne vais pas toutes les lister encore une fois, mais concrètement, même par exemple la simple consultation, c'est considéré comme un traitement. Donc il faut vraiment faire attention. À la limite, je vais vous laisser lire rapidement. Alors, du coup, nos amis data engineers ne sont pas en reste, en fait, sont aussi concernés, puisque dans un article du RGPD, c'est expliqué qu'en fait, les utilisateurs ne doivent pas faire l'objet d'une décision basée entièrement sur un traitement automatisé. Donc même les data engineers sont concernés, doivent faire attention à la façon dont ils collectent
données. Pour information, l'ACNIL a publié un guide à ce propos pour être en conformité quand on fait de l'IA. Alors, pour revenir sur les données personnelles, il y a deux opérations, donc l'anonymisation et la pseudonymisation sur les données. Alors, l'anonymisation, ce n'est pas un traitement des données personnelles. L'idée, c'est de rendre impossible toute identification des individus. Donc, après anonymisation, la donnée personnelle n'est plus considérée comme une donnée personnelle et donc plus couverte par le RGPD. Donc, c'est un processus irréversible. Et donc voilà, donc à côté, on a la pseudonymisation. Donc par contre, là, ça reste un traitement sur les données personnelles. Donc l'idée, c'est de remplacer une donnée par un identifiant ou un pseudonyme. Et donc, c'est toujours couvert par le RGPD puisque c'est une opération qui est réversible, puisqu'on peut retrouver les données à partir d'un pseudo. En général, c'est généré par exemple avec du hachage cryptographique, comme on va le voir par la suite. Donc c'est un processus réversible. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi protéger les données personnelles. Tout simplement pour éviter d'avoir des opérations, des utilisations frauduleuses, par exemple une fuite de données, une divulgation d'informations personnelles qui pourraient être utilisées à des fins malveillantes. Par exemple pour la publicité ciblée non voulue, l'usurpation d'identité. Donc concrètement, le coût de la perte de données en France, c'est à peu près 30 milliards d'euros, donc c'est pas rien. Et chaque violation de données, en fait, représente 4 millions d'euros, donc c'est vraiment important, quoi. Alors, au niveau de la démo, est-ce qu'on est conforme par rapport à ça? Alors, ce que j'ai mis en place, si je prends mon user, hop, j'arrive pas à récupérer. Donc là, j'ai un user qui est un objet du domaine avec un nom, un prénom, hein, donc ça vient du formulaire. Donc là, ce que j'ai mis, j'ai une méthode pseudonymisée qui permet de pseudonymiser une chaîne de caractères. Donc ici, par exemple, j'ai surchargé le last name, le getter du last name, pour pseudonymiser mon last name. Donc là, l'idée, c'est j'applique un chiffrement symétrique AES 256 pour pseudonymiser mon nom. Donc concrètement, si on voit dans la base, au niveau de la table, donc là, on peut voir que le last name, en fait, il a été pseudonymisé. Donc là, je l'ai fait que sur le nom pour information, mais en général, il faut bien sûr le faire sur tous les champs où on le peut. Bien sûr, il faut bien aussi séparer la méthode qui permet de pseudonymiser du reste de l'application pour ne pas évidemment tout centraliser et pouvoir le faire de manière à un seul endroit. Alors, l'idée, c'est de bien préparer son développement, de faire du privacy by design, d'intégrer la sécurité au quotidien, donc avec son DPO, aussi en collaboration avec son PO, son PM, son BA. Donc le DPO doit être sollicité. Il peut aussi demander des analyses d'impact. Donc après, on parle aussi de privacy by default. Une fois qu'on a un système qui est en place, c'est de mettre par défaut la sécurité et la protection des données en fait activée la mettre en place sans intervention de l'utilisateur. Donc après, bien sûr, mettre en place des normes de développement, par exemple intégrer des plugins sur nos IDE, se référer au Top 10 WASP. Faire attention au langage, aux techno, aux frameworks utilisés. Par exemple, Rust peut être un bon choix dans certains use cases en termes de sécurité. Donc encore une fois, la sécurité, c'est vrai que c'est vraiment le pilier du RGPD. Donc l'idée, c'est ici de sécuriser de façon homogène nos environnements, nos serveurs de dev, de production, votre CI, vos postes, etc. Donc pour ça, on peut utiliser des outils de gestion, d'automatisation et de configuration, comme Terraform, Ansible, etc. Alors, il faut aussi faire attention au niveau des environnements, aux outils SaaS, notamment qui sont dans le cloud et qui sont collaboratifs, donc type Slack et GitHub. Donc, voilà, essayer de passer par des tokens, etc., qui ont une date d'expiration. Voilà. Bien sûr, après, c'est gérer son code source de manière efficace. Donc, là, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est passer par un source control management. Si possible, en passant par une notification forte ou une clé SSH. Ensuite, c'est important d'avoir aussi une stratégie de Git branching, notamment peut-être avec Gitflow, de protéger les branches importantes, par exemple la master, la main, notamment sur les dépôts d'infrastructures as code, où là, ça peut représenter un danger puisqu'on peut péter des environnements et du coup, ça peut représenter une violation sur les données personnelles.
Ensuite, bien sûr, ne pas négliger la revue de code, hein, donc toujours essayer de veiller à l'intégrité des données, leur disponibilité, faire attention à la complexité, aussi qu'il n'y ait pas de secret de données personnelles qui soient en clair quand on push sur un dépôt. Donc pour ça, on peut mettre en place des githooks hein, pour les personnaliser en fonction de ses besoins. Alors, dans la même idée, du coup, l'idée c'est de protéger les secrets, donc si possible, passer par des dépôts, ne pas en fait mettre des secrets dans les dépôts directement, mais passer par des outils comme Vault pour les stocker de manière sécurisée. Ensuite, donc, bien sûr, l'idée c'est de mettre en place une architecture qui soit bien réfléchie et qui prenne en compte le cycle de vie des données personnelles. Donc une fois qu'on a identifié les traitements et nos données, l'idée c'est d'établir un parcours avec un cycle sur les flux de données. Donc pour ça, on peut en fait faire des diagrammes hein, avec des outils comme PlantUML ou C4 Model en fonction des différents cas et les stocker sur un dépôt guide particulier pour que tout le monde s'y retrouve et soit au courant de comment on a géré le cycle de vie des données. Un autre point important en termes d'architecture, c'est le stockage. Donc, bien sûr, veiller à avoir un stockage qui soit bien chiffré. Si par exemple on fait porter les données personnelles sur le terminal utilisateur, donc par exemple le navigateur, si on utilise le local storage, l'idée c'est de donner à l'utilisateur aussi une possibilité de vider lui-même son local storage s'il le souhaite. Donc ça c'est juste un exemple, hein, mais donc ensuite se pose aussi l'idée du coup du on-premise ou du cloud. Donc là l'idée c'est de, quand on va choisir un provider, bien vérifier que le niveau de qualité de service et de sécurité est bien celui qu'on souhaite, notamment en termes de disponibilité. Donc étudier aussi les risques, hein, parce que ça va potentiellement augmenter la surface d'attaque. Donc bien étudier les dépendances qu'on va ajouter en termes de services aussi. Donc, notamment avec le cloud, on parle souvent de data center, bien sûr. Donc, par exemple, pour GCP AWS, on a des data centers à Paris maintenant. Donc là, l'idée, c'est des serveurs qui vont héberger vos données potentiellement. Donc là, se pose la question du transfert aussi en dehors de l'Union européenne, qui n'est pas interdit par le RGPD, mais qui est très encadré. C'est-à-dire que c'est conditionné au consentement en fait, de l'utilisateur, donc qui doit être pleinement informé. Donc, pour information, la CNIL met à disposition une carte des pays avec les niveaux de conformité et de protection des données donc sur leur site. Donc ça, c'est toujours intéressant de s'y référer pour voir ce qu'on fait au niveau du stockage des données. Alors, au niveau des données sensibles et notamment des données de santé, les cloud providers ont pour certains une certification HDS, donc c'est pour hébergeurs de données de santé. Notamment, c'est le cas par exemple de AWS, qui est utilisé par Doctolib, donc qui sont par exemple certifiés HDS. Alors, l'idée, c'est encore une fois la sécurité, donc au niveau de nos applicatifs, mais aussi de nos dépendances. Donc, par exemple, les bases de données, donc on va sécuriser les données stockées, se prémunir contre les injections SQL, révoquer les privilèges admin sur les comptes nominatifs, chiffrer les données par défaut sur les disques. Après, on peut utiliser les cloud providers comme GCP qui font de l'encryption at rest. Donc là, c'est par défaut. Ensuite, une fois qu'on a, bien sûr, on sécurise les données stockées, mais aussi les données transférées, donc les communications. Donc par défaut, c'est important d'utiliser le protocole TLS 1.2, 1.3 et surtout pas du SSL par exemple. Pareil sur Kafka, on va éviter de faire du plain text, on va passer par du SSL par exemple. Donc ensuite, les authentifications. Donc bien sûr, ne pas confondre authentification et autorisation. Donc la vérification de l'identité et la vérification des droits, des rôles pour chaque utilisateur. C'est aussi limiter les tentatives d'accès, mettre en place une politique de mot de passe qui soit forte. Donc la CNIL met à disposition une recommandation par rapport à ça. Donc ensuite, c'est sécuriser les infrastructures, donc notamment avoir des backups automatisés, des mises à jour automatisées. Pensez à avoir un disaster recovery plan. Donc, encore une fois, pour sécuriser son infrastructure. Donc, ce qui est possible de faire aussi, c'est de la veille sur les vulnérabilités. Donc il y a le bulletin CERT qui est assez connu pour ça. Donc ils mettent à disposition un flux RSS ou un fil Twitter auquel on peut s'abonner pour recevoir les alertes et s'informer assez rapidement. Par exemple, c'était le cas avec Log4Shell il y a quelques mois. Ils ont fait un bulletin avec les informations et comment mitiger quoi.
L'idée aussi, c'est par exemple si vous avez une page de login, éviter de mettre des erreurs de type le couple identifiant mot de passe n'existe pas ou des indications qui pourraient donner des choses des indications à un hacker, quoi. Alors là c'est Minimois, vous connaissez peut-être. Donc une grande idée du RGPD, c'est de minimiser les données. Donc c'est ce qu'on appelle la minimisation. C'est un terme un peu barbare. Donc l'idée, c'est de restreindre la collecte au strict nécessaire. Donc on va collecter les données qui sont pertinentes et utiles à notre traitement. Il n'y a pas de au cas où, du coup. Donc on va faire du Yagni. Donc pour ça, en fait, il y a GraphQL qui permet notamment d'éviter l'overfetching, qui est l'un des inconvénients, on va dire, de REST et de gRPC. Donc, et de limiter fortement le nombre de champs exposés. Donc l'idée ici, c'est vraiment de réduire la précision. Par exemple, si on a besoin de récupérer que l'année de naissance d'un utilisateur, pas besoin de récupérer la date complète, même l'heure de naissance. Donc on va récupérer juste le champ année et le stocker. Pareil, l'idée c'est aussi d'éviter les champs libres. Par exemple, tout à l'heure il y avait allergie ou religion. Enfin, c'est des champs. Donc par exemple, on pourrait avoir des textory ou. Donc le problème, c'est qu'ici on peut avoir, ça peut contenir des informations qui sont sensibles, sans sémantique précise, et donc ça peut représenter un risque pour l'utilisateur. Alors, au niveau dialogue aussi, on va minimiser. Donc déjà, il y a une durée de conservation qui est de 6 mois à 1 an. Donc ça, c'est la recommandation de la CNIL. Voilà, donc pareil, on va éviter de mettre des données sensibles et personnelles dans les logs. Enfin, du coup, pour minimiser, donc c'est aussi purger les données. Donc au-delà d'un certain seuil, on va purger, mettre en place un système de purge automatique à l'expiration de la durée de conservation. Il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle duredeconservation.fr, je crois, qui donne les durées légales pour des traitements typiques ou des données, en fait, des types de données typiques. Par exemple, pour les dossiers médicaux, c'est 20 ans pour l'archivage l'archivage à long terme. Il y a aussi des services de type Google Storage qui mettent en place des Lifecycle Management Policy qui permettent de automatiquement passer par exemple du regional storage à un cold line storage de plus long terme et moins souvent accédé. Donc là, encore une fois, l'idée, pourquoi il faut purger, pourquoi il faut respecter tout ça, c'est pour justement être en conformité avec le RGPD, puisqu'en fait, la CNIL peut contrôler, demander des preuves d'effacement d'une donnée, par exemple. Donc, est-ce que la démo par rapport à ça est conforme? Alors, si je reprends le formulaire rapidement, là, typiquement, en fait, se pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les allergies, la religion, etc. C'est peut-être beaucoup d'informations. Donc, là, typiquement, on aurait pu ne pas les mettre. Donc, ça, c'est quelque chose à définir en amont. Donc, avec le DPO, le PO, les acteurs du métier, pour bien veiller à avoir les bonnes données au bon moment pour les bons traitements, quoi. Au niveau des logs, donc ici tout à l'heure, on voit que quand l'utilisateur a été créé en base, j'ai eu les informations en clair, en niveau info dans les logs. Donc ça, c'est pareil, c'est pas top, faut pas le faire. Clairement, là, ça peut être un problème. Ça divise des informations qui sont en clair, donc ça, faut pas le faire. Donc l'idée, typiquement, là, j'aurais pas dû mettre mon log ici. Voilà. Ça, c'est vraiment de manière très rapide. Alors, le point suivant, c'est de gérer ses utilisateurs, d'essayer d'avoir des identifiants propres à chaque individu. Donc, ne pas avoir de comptes partagés, vraiment des comptes nominatifs avec des privilèges restreints, avec une authentification forte, donc du double facteur authentification, multifacteur, voire avec une clé FIDO. Donc là, il y a aussi le principe du moindre privilège qui va s'appliquer. Donc pour avoir un accès différencié aux données, en lecture, en écriture, en suppression, etc. Donc pensez à créer des rôles associés à des groupes et après ajouter l'utilisateur au groupe, quoi. Ensuite, il faut tracer les activités, bien sûr, hein, notamment en cas pour vérifier s'il n'y a pas de détection d'anomalies ou d'événements liés à la sécurité, comme par exemple un accès frauduleux ou abusif à des données personnelles. Donc, ici, l'idée, c'est d'éviter les super pouvoirs, donc ne pas mettre le super utilisateur à la route sur tous les utilisateurs et le laisser qu'aux personnes habilitées, aux groupes nécessaires. Alors, au niveau des dépendances, à chaque fois, l'idée ici, c'est d'évaluer l'intérêt d'une nouvelle dépendance qui va en fait mécaniquement ajouter une surface d'attaque et potentiellement le nombre de bugs potentiels.
Donc l'idée, c'est de voir si une dépendance est bien maintenue, est-ce qu'elle n'est pas en fin de vie. Donc c'était le cas récemment, JavaBit était en end of life, donc là typiquement, il vaut mieux plus l'utiliser. Sauf si on a un support commercial long terme, mais bon, c'est pas top non plus. Donc l'idée, c'est aussi de voir si la documentation est suffisante, notamment par rapport au RGPD, à la protection des données personnelles. Est-ce que la documentation est claire? Est-ce qu'elle me permet de bien intégrer la dépendance à mon produit? Donc là, encore une fois, dans un souci de développeur expérience. Ce qui est important aussi ici pour les dépendances, c'est de vérifier qu'on est bien, que les transferts hors de l'Union européenne sont bien encadrés. Parce que ça, la CNIL va vraiment le vérifier. C'est pas possible de transférer des données en fait au nord de l'Union européenne s'il n'y a pas de consentement, par exemple, ou de mesures de sécurité suffisamment fortes. Alors justement, parfois une dépendance, si elle n'est pas open source, elle peut être liée à un contrat commercial, par exemple, ou un contrat de sous-traitance. Donc là, ici, dans ce cas-là, le contrat de sous-traitance est obligatoire pour la relation avec le tiers. Ensuite, ce qui peut être intéressant à faire avec les dépendances, c'est d'utiliser des rapports d'audit réguliers qui peuvent être intégrés et automatisés dans l'ICI. Donc par exemple avec NPM Audit pour les projets front, ou Exodus Privacy pour les projets Android. Au niveau de la gestion des dépendances, pareil, on peut voir ces dépendances facilement avec des outils comme Maven Dependency Tree ou Dependency Cruiser pour les projets en JavaScript ou en TypeScript. Après, il y a aussi d'autres outils, par exemple le Dependabot ou RenovateBot, qui permettent d'automatiquement créer des PR pour les montées de version. Donc pareil, ça c'est une bonne pratique pour la gestion des dépendances. Alors, au niveau de la démo... Hop. Alors, du coup, au niveau des dépendances, mais j'ai pas tellement de dépendances. A priori, c'est du classique, il y a du Spring Boot, du Lombok. Donc pour le coup, c'est pas trop... Au niveau du package JSON, c'est pareil, ça va être surtout des dépendances React, j'arrive pas à voir. Hop. C'est des dépendances assez classiques, beaucoup de React, etc. Donc là, j'ai pas de dépendance un peu farfelue ou non mise à jour a priori. Alors, au niveau... Hop. Donc tout à l'heure, je vous parlais du dependency tree. Alors, je sais pas si ça a marché parce que j'ai pas de connexion. Ouais, ça passe pas, j'ai pas de connexion, c'est pas grave. Mais en gros, ça permet de voir un arbre des dépendances et surtout des dépendances des dépendances. Donc voir un petit peu ce que nos dépendances vont aussi embarquer transitivement. Du coup, voilà, il faut faire attention à ça et vérifier que nos sous-traitants, nos dépendances externes soient bien conformes, quoi. Alors justement, voilà. Donc ça va un petit peu de pair avec la qualité de code et la documentation. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est d'utiliser des outils type Sonar, etc. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Type SonarLint pour faire du shift left, par exemple. Mais surtout, pour contrôler la qualité du code en complément. Il y a des outils comme Fortify pour ça, qui permettent d'analyser le code statique de vos produits. Ensuite, encore une fois, adopter des conventions de nommage pour avoir du code clean, utiliser des linters, éditeurs config, etc. Ensuite, un point important, donc bien documenter le code et l'architecture. Donc pensez à avoir des readmes suffisamment documentés pour les nouveaux arrivants, pour bien comprendre et bien rentrer dans... C'est important pour bien rentrer dans un produit, de bien comprendre comment ça fonctionne, comment le lancer, etc. Peut-être penser à avoir un dépôt à part pour tout ce qui est décision d'architecture, donc les ADR par exemple, ou les diagrammes, notamment par rapport au cycle de données et à leur traitement. Donc pense aussi à la living doc. Donc si vous utilisez des concepts du DDD. Donc par exemple chez Ypan, nos stagiaires ont développé un plugin Maven qui s'appelle Candidoc, qui est rendu open source, qui permet de générer la living doc sur un projet utilisant certains concepts du DDD. Pareil, si vous faites du BDD, vous pouvez utiliser vos scénarios Gherkin par exemple qui peuvent documenter également. Donc tout ça en fait, cette documentation, ça améliore la développeur expérience. Donc c'est très important pour justement éviter des violations de données et avoir des projets de qualité qui respectent les normes de sécurité notamment.
Alors, encore une fois, en termes de sécurité, bien sûr, l'idée c'est d'automatiser nos tests, hein, qu'on fasse de la pyramide de test ou du diamant de testing, peu importe. Là, l'idée c'est aussi d'ajouter des tests de sécurité. Je ne vais pas m'attarder sur la pyramide de test, c'est pas du tout le sujet. Donc, les tests de sécurité de type fuzzing, donc ou black box, hein, donc basés sur l'approche don't trust user. L'idée c'est ici, par exemple, d'utiliser des tests de propriété qui vont permettre de tester les points d'entrée en injectant des données qui sont corrompues ou incorrectes. Donc pour voir comment l'application se comporte et si l'application est robuste, en fait. Donc l'idée, ici on peut aussi penser au scan de sécurité, de vulnérabilité. Et si on fait du Java ou du Kotlin et qu'on utilise Spring Security, passer par des user mock ou enfin des mock users et tester Spring Security. Un autre point intéressant, c'est le chaos engineering, notamment à travers des outils comme Istio ou la Simian Army de Netflix, qui permettent de faire tomber en fait des éléments de votre infrastructure directement en production ou en pré-production, si c'est ISOprod, pour vérifier si votre application est résiliente. Donc la résilience, c'est la capacité d'un système à absorber les perturbations. Donc ça peut être intéressant pour voir la robustesse de l'application et si vos données personnelles sont vraiment disponibles et qu'il n'y a pas de violation des données personnelles. Donc tout à l'heure, je parlais des tests. Pareil, on va éviter d'avoir des données personnelles de production dans les tests. Donc passer plutôt par des outils comme Faker qui permettent de générer des données fictives. Alors un autre point, donc là c'est un peu plus juridique. Donc l'idée c'est d'informer les utilisateurs en pleine conscience. Donc là on rejoint un peu le principe de l'agilité qui est la transparence. Donc bien sûr il faut informer les personnes concernées en pleine conscience pour qu'elles soient au courant qu'on collecte des données de manière directe, par exemple via des formulaires, ou indirecte, par exemple via des partenaires commerciaux. Donc l'idée c'est ici d'indiquer l'identité en fait, et les coordonnées de l'organisme qui va collecter les données. Donc, en fait, sur votre application, côté front notamment, ça peut prendre une forme variable, hein, ça peut être une modale, une bulle d'information, un QR code ou une page dédiée, qui va être en général distincte des CGU, donc ça va être dimension légale en général. Autre chose par rapport à l'information, en cas d'incident et de violation de données ou de perte de données, donc par exemple une base de données corrompue sur un produit, il faut notifier la CNIL en moins de 72 heures, sauf s'il n'y a vraiment aucun risque avéré. Si le risque est grave, il faut aussi prévenir ses utilisateurs en donnant en fait une possibilité de mitiger le problème. Donc, par exemple, modifier un mot de passe si des mots de passe ont été divulgués. Ça semble évident, mais voilà. Alors, pour information, en 2021, il y a à peu près un peu plus de 5000 incidents notifiés à la CNIL. Donc, c'est quand même pas mal, avec une augmentation de 80% en un an, 60% qui sont liés à des cyberattaques et 43% à des ransomware. Donc c'est une attaque qui est vraiment en pleine évolution et sur laquelle il faut vraiment se protéger, quoi. Donc faites des outils de sécurité réguliers pour anticiper, vous protéger et voilà. Et en cas d'incident aussi, pensez au blameless post-mortem pour essayer de comprendre l'historique, la cause de l'incident plutôt que de blâmer quelqu'un et trouver un coupable en fait. Alors, au niveau de l'exercice des droits des personnes, donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs droits qui existaient avec la loi informatique et liberté. Je ne vais pas revenir dessus, pour le coup. Le RGPD a introduit des nouveaux droits, donc notamment le droit à l'oubli, donc pour l'effacement des données, notamment, mais aussi le droit à la portabilité. Donc, par exemple, exporter toutes les données dans un format standard, donc typiquement au format JSON. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place un moyen simple de faire valoir ces droits sur vos applications, sur vos produits. Donc ça peut partir d'une simple adresse mail à un formulaire dédié, par exemple, ou même à une page au niveau des paramètres utilisateurs. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de penser à l'accessibilité dans ces pages-là pour que tout le monde puisse exercer ses droits en fait pour que tout le monde ait les mêmes droits de la même manière en fait. Pour pas qu'il y ait de discrimination aussi pour exercer nos droits. Alors, ce qui est important dans un souci de conformité, c'est de garder une trace. Donc, la CNIL, en cas de contrôle, peut demander d'accéder aux traces. Donc là, on peut penser à une base de données qui va stocker les demandes pour être en conformité, voire à de l'event sourcing, qui peut être utile dans ce cas-là. Il faut savoir qu'il y a des outils qui existent, comme par exemple ceux développés par alias.dev, qui était d'ailleurs hier au FIC, je ne sais pas si vous y êtes allé, qui permettent de garder un historique en fait, sur les demandes, sur les opérations, et du coup qui permet d'automatiser en fait via une API la récupération des différents historiques, ou aussi pour prouver la conformité. Donc c'est utile à la fois aux DPO, mais aussi aux développeurs.
Alors, le délai standard pour faire valoir un droit, pour la CNIL, c'est de 30 jours. Et pour les données de santé sensibles, c'est 8 jours. Donc c'est vraiment c'est assez court. Alors, au niveau justement de la durée de conservation, comme je vous l'ai dit, il y a un site dédié, hein, donc durée de conservation.fr, en fonction des différents types voilà, de données. Donc, la CNIL en fait voit trois types de phases, enfin trois phases. Donc, la première, c'est la base active. Donc, c'est vraiment la base dans laquelle en fait on aura besoin d'accomplir notre traitement et la finalité du traitement. Donc, la question à se poser, c'est vraiment jusqu'à quand j'ai besoin de mes données pour accomplir mon traitement et atteindre mes objectifs. Ensuite, on aura un archivage intermédiaire qui va être uniquement accessible à un service dédié au sein du responsable de traitement. Et pour finir, on aura soit donc, un archivage définitif. Par exemple, ça peut être le cas d'un dossier médical pendant 20 ans, donc c'est quasi définitif, on va dire. Et après, donc, à une purge. Donc encore une fois, ici, on peut penser à des stockages de longue durée, hein, par exemple avec le Coldline sur Google Storage. Et enfin, donc, si on n'a plus besoin de stocker définitivement, on peut purger les données. Donc l'idée ici, c'est d'essayer d'avoir la même implémentation que, par exemple, pour l'exercice du droit à l'oubli ou à l'effacement. Alors, je vous ai parlé de traitement et de finalité. En fait, il y a aussi un élément plus important à connaître, c'est la base légale, donc, qui est en fait la justification d'un traitement. Donc c'est défini par l'article 6 du RGPD, donc elles apparaissent là. Il y en a principalement 5, bon là il y en a 6. Les plus connus, c'est en général, par exemple, le contrat. Donc si vous êtes sur un site e-commerce, une des bases légales assez répandue pour vos finalités, ça va être l'exercice du contrat. Par exemple, si on a besoin de recueillir des données personnelles sur la livraison. Donc pour un contrat, c'est important de se demander si le traitement est nécessaire à l'exécution du contrat, par exemple. Après, on aura l'intérêt légitime, par exemple, livrer un produit à l'utilisateur, ou le consentement. Alors, notamment pour les organismes publics, donc ça peut concerner aussi les entreprises, mais c'est surtout au niveau des organismes publics. On peut en avoir d'autres, hein, comme l'obligation légale ou la mission d'intérêt public. Alors, donc finalement, pour un traitement, on peut avoir 1 à n bases légales, et une finalité aura une et une seule base légale. Je vais vous montrer un exemple. Donc c'est vraiment important de choisir une base légale adéquate avec la finalité et le traitement. Alors, au niveau des données sensibles, le RGPD demande une exception en plus dans les mentions. Donc c'est un peu particulier encore une fois. Alors ici, c'est peut-être pas trop lisible, mais on a un exemple de mention légale sur un site e-commerce, donc avec les données collectées, donc les finalités et les bases légales. Donc on voit par exemple exécuter un contrat, le consentement. Donc une finalité, c'est par exemple tout simplement vous identifier. Donc, voilà. Alors, je vous ai parlé de consentement. Quand on parle de consentement, en général, on parle aussi de traceurs ou de cookies. Alors, la directive européenne e-privacy demande le consentement pour toute opération visant à stocker ou accéder à des informations via des cookies. Donc, la CNIL a identifié 5 finalités où le consentement est obligatoire. Donc, c'est notamment, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est par exemple la publicité personnalisée. Il faut savoir que des cookies sont exemptés de consentement. C'est par exemple le cas des cookies techniques, par exemple pour un panier ou une authentification. Donc concrètement, le consentement, ça va se représenter par une case à cocher. Donc concrètement, c'est un booléen en fait en mémoire derrière. Donc si vous devez le stocker pour apporter une preuve de conformité, stockez-le en tant que booléen par exemple, mais décochez la case par défaut. C'est ce qu'on appelle l'opt-in en fait. Donc pour recueillir un consentement libre et éclairé de l'utilisateur. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, l'idée c'est de stocker les preuves de consentement pour la compatibility et la conformité. On peut aussi se servir bien sûr des DevTools pour voir les cookies, le local storage, etc. dans Alligator. Je peux m'attarder là-dessus. Alors au niveau de la démo, ici j'avais bien une case à cocher. Par défaut elle a été décochée tout à l'heure. Par contre ici on ne voit pas trop ce que c'est la finalité, donc typiquement c'est pas conforme, quoi. Donc il faut bien penser à avoir une finalité qui est clairement établie, quoi. Alors, au niveau de la mesure d'audience, donc de l'analytics, par exemple Google Analytics, qui a fait un peu polémique, comme vous le savez peut-être, il y a quelques mois, c'est basé sur les cookies et autres traceurs. Il faut savoir que pour mettre en place aussi de la mesure d'audience, il faut aussi une information préalable avec opposition possible. C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur a positionné son consentement, il doit pouvoir le dépositionner en fait, donc le retirer
Et donc ça va être typiquement un boolean false à tracer avec un timestamp en base pour la conformité. Alors, il y a certaines exemptions sur le consentement pour l'analytics. Par exemple, si la finalité est juste limitée à la mesure, qu'on ne peut pas en fait voir la navigation de l'utilisateur à travers les cookies, et qu'il n'y a pas de recoupement de données, et que les données sont anonymes. Donc ça fait beaucoup de critères en fait avant de pouvoir faire de l'analytics. Donc pour cela, en fait, la CNIL propose des alternatives en fait à Google Analytics, donc notamment Matomo en mode auto-hébergé, puisque le mode SaaS de Matomo est basé sur AWS et du coup non conforme en termes de transfert hors de l'Union européenne. Il faut savoir aussi que la durée de conservation maximum du coup, des données d'audience est limitée à 25 mois. Donc c'est juste un peu plus de 2 ans et il faut pouvoir le prouver. Et du coup, last but not least, donc la sécurité concrètement c'est 4 piliers. Donc la confidentialité bien sûr, l'intégrité, la disponibilité, c'est pour ça tout à l'heure j'ai bien insisté sur la sécurité, la résilience, etc. Et très important, la traçabilité, avec la capacité de prouver les opérations qui ont eu lieu, notamment sur l'exercice des droits, le consentement, etc. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se protéger des attaques possibles en tout genre. Donc ce que le guide préconise, c'est déjà de comprendre concrètement ce qu'est une violation. Donc ça peut être une destruction, une perte, une altération. Donc ça peut prendre différentes formes. Et ça peut être la conséquence de diverses attaques. Donc encore une fois, c'est pas le but du talk, mais je peux m'attarder là-dessus. Donc type injection SQL, cross-site scripting, etc. Par rapport à ça, ce qui est bien, c'est de se sensibiliser aux vulnérabilités principales. Donc il y a un consortium pour ça, un groupe, une association qui met en place un top 10 des vulnérabilités les plus répandues, donc qui est régulièrement mis à jour. Donc là, ça a été mis à jour à la fin de l'année passée. Donc ils mettent aussi à disposition en fait une application qui est pleine de failles en fait, donc en Java, que vous pouvez utiliser pour tester un petit peu les failles et les combler, quoi. Donc ça s'appelle WebGot. Donc voilà, donc c'est tout pour le guide. Je vous enverrai les slides de toute façon à l'issue du talk. Donc en résumé, l'idée c'est vraiment de se sensibiliser son équipe, qu'on soit développeur ou non développeur d'ailleurs. Donc pas besoin bien sûr de lire les 100 articles du RGPD, hein, encore une fois. L'idée c'est de comprendre les grands principes. Surtout d'avoir les bons réflexes, donc de concevoir en privacy by design en collaboration avec son DPO, son PO, donc voilà, et le métier bien sûr. Voilà, donc le DPO, il faut bien se reposer dessus. Vous avez dû remarquer, j'ai bien insisté quand même sur la sécurité, peut-être un peu lourdement, mais c'est vraiment le point du guide et là où en fait en tant que développeur on peut agir. L'idée c'est de bien appliquer les mesures de sécurité et de protection, de bien se faire de la veille en fait par rapport au top 10 OWASP, etc. Donc sachant que la responsabilité peut être portée par le responsable de traitement. Donc c'est un point quand même important. Encore une fois, le RGPD, donc c'est plutôt une opportunité qu'une contrainte de justement faire en sorte d'avoir des systèmes bien sécurisés. Donc l'idée aussi, c'est de bien penser à alerter en cas d'incident, la CNIL ou les utilisateurs. En tant que développeur, en tant que consultant ou développeur, vous avez un devoir de conseil technique auprès de vos clients pour être en conformité avec le RGPD. Et pour finir, donc, bien sûr, faire de la veille, surtout technique, en termes de sécurité. Pourquoi pas aussi en termes de juridique, au moins s'informer rapidement sur les nouvelles dispositions. Par exemple, le règlement e-privacy va évoluer pour en fait prendre en compte tout ce qui est intelligence artificielle prochainement. Donc c'est des choses à suivre en fait d'assez près. Voilà, donc pour finir, 2 petits livres qui m'ont en partie servi pour l'élaboration du talk. Donc de toute façon, ils seront dans les slides dispo sur mon GitHub. Voilà, donc j'ai fini. Vous pouvez scanner le QR code pour faire un petit feedback si vous le souhaitez. Merci à vous et si vous avez des questions, je suis disponible tout de suite ou à la fin du talk. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? 200 pages, du coup ça se lit assez vite. Pour être développeur, je te conseille plutôt de lire celui de gauche, parce que celui de droite, c'est plutôt DPO, hein, clairement. Enfin, d'autres questions? Ok, il y a une question là-bas, je crois. Est-ce qu'on peut donner le micro à...
Allô? Oui, bonjour. Merci pour cette présentation très enrichissante. J'ai une question du point de vue utilisatrice et non pas en tant que développeuse. Je vais sur des sites et je refuse des OI, mais on me demande de payer pour refuser les OI. Et la réglementation par rapport à ça? Oui, alors effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé par manque de temps, mais c'est une très bonne question. Alors par rapport à ça, la CNIL a publié justement une recommandation sur les cookies vols il y a justement quelques semaines pour justement éviter d'avoir des traitements et des cookies vols, comme on les appelle, abusifs. Donc l'idée, c'est de ne pas fermer totalement un service en fait sur les sites, notamment des sites e-commerce ou même juste d'information, aux utilisateurs s'ils refusent les cookies. Donc l'idée, c'est en général, ce qu'on voit, c'est qu'on peut refuser les cookies ou utiliser juste les cookies techniques nécessaires à l'utilisation, donc ça c'est bien. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir justement différentes cases à cocher avec consentement pour, comment dire, pour chaque finalité. Comme ça, on peut choisir en tant qu'utilisateur et on aura accès, dans ce cas-là, à une partie du service pour naviguer. D'autres questions? Ouais. Ouais, merci beaucoup pour la presse. Si j'avais une question un peu concrète, quand tu disais tout à l'heure qu'il fallait traquer, garder un record de toutes les personnes qui avaient demandé à être anonymisées, est-ce que tu gardes l'email, le nom, prénom du coup dans ce record? Et autrement, en fait, si on garde pas l'email, nom, prénom, à quoi ouais. Par rapport à la je vois pas pseudonymisation concrètement. Qu'est-ce qu'il y a? Par rapport au pseudo? Non, ouais, quand une personne demande à être anonymisée, s'il faut lister toutes les personnes qui ont demandé à être anonymisées au cas où on est audité par la CNIL. En fait, ensuite, du coup, on peut pas. Vu que les données ont été anonymisées, comment on garde les demandes? Je vois pas concrètement en fait comment on formalise un. Deux choses. Il y a l'anonymisation où là, tu peux pas, c'est vraiment irréversible, et la pseudonymisation où là, c'est réversible. Et dans ce cas-là, il faut vraiment séparer tes données pseudonymisées des données en fait personnelles. Là, je parle du droit à l'oubli en l'occurrence. En tant qu'utilisateur, quand je demande que toutes mes données soient effacées d'un site, et du coup, ce que tu disais, c'est que la CNIL est en droit de demander toutes les personnes qui ont demandé à être anonymisées. Très concrètement, comment est-ce qu'on peut fournir ce record et justifier qu'on a bien anonymisé les données? Alors, pour faire l'opération, du coup, ça va être, tu peux te baser sur l'ID technique, du coup, qui n'est pas une donnée personnelle, a priori. Même si tu as anonymisé, par exemple, le nom, etc., tu peux te baser sur l'identifiant pour la suppression. Après, pour automatiser, tu peux faire, il y a différents outils. Comme je disais, il y a AliasDave qui met à disposition un outil d'historisation, dont tu peux avoir un extrait, je crois que c'est au format, c'est en JSON. Et en fait, tu peux stocker en fait, chez toi avec un outil l'historisation en fait, des demandes d'exercice des droits et les opérations qui ont eu lieu avec un timestamp, etc. Et tu vois aussi tout ce qui est consentement sous forme de booléen. Donc voilà. Ça s'appelle AliasDev. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Sinon, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, devant. Je peux peut-être. Ouais, ça va. Oui. D'accord. Alors là, c'est plutôt une question juridique, donc là, je suis pas forcément moi. À la base, j'aurais dû faire en binôme avec une juriste qui aurait pu t'y répondre. Là, je pense qu'il y a un intérêt légitime sur l'exemple. Donc là, par exemple, si tu vois, pour l'adresse postale qu'on va collecter, typiquement, là, l'une des bases légales, donc pour la participation, c'est l'intérêt légitime. Donc là, ici, si tu participes à un jeu concours, par exemple, et que tu donnes ton adresse, c'est dans ton intérêt légitime que ton adresse soit traitée en tant que donnée personnelle. C'est un exemple. Ouais. Alors là, c'est vraiment l'intérêt légitime du point de vue de l'utilisateur, donc pas du développeur, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je suis disponible à la fin pour ne pas monopoliser. Ouais, je pense que vous allez pouvoir en discuter après sur les places partenaires et comme ça on va pouvoir préparer la suite. Ça marche. Merci à tous.